moment, vous êtes tranquillement assis sur un canapé, comme des nulos. Alors que moi, je suis sur un putain d'avion qui vole à plus de 120 km/h, bande de grosses merdes. Et vous savez pourquoi je fais ça? Parce que contrairement à vous, bande de fragilos, j'ai des énormes burnes. Tom? Oui, je vois pas bien, ouais, t'es là. Je vous présente Michel, c'est mon assureur. Putain, pour la dernière fois, rentre dans l'habitacle de l'avion. Jamais. T'as une place juste en dessous de toi, putain, regarde. Ça, c'est un raisonnement de fragile. Tom, descends, tu vas mourir, Tom. Tu dis ça parce que t'es jaloux, Michel, et que t'as pas de couilles. Hein? Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer en détail. L'avion va virer de bord à plus de 120 km/h, bande de merde. Et me tenir qu'avec ma mauvaise main. Ensuite, je vais sauter de l'avion sans parachute et atterrir en ventre-glisse. Trop facile. Alors, prenons un des exemples les plus souvent cités de « on pourrait plus faire ce sketch aujourd'hui ». C'est évidemment Desproges et plus particulièrement ça. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. Bon, déjà, faut pas croire que tout le monde trouvait ça de bon goût à l'époque, hein. C'était quand même déjà considéré comme un humour assez provoque. Toujours faire gaffe à ça, hein, quand on juge les choses avec le confort de la postérité. Mais passons. C'est un peu étrange quand on y pense de choisir cet exemple parce que, justement, il est passé à la postérité. Il est pas largement considéré comme un truc qu'il faudrait renvoyer aux poubelles de l'histoire tellement ça serait un humour scandaleux d'un autre temps. Et notamment parce qu'il est très clair que ces blagues de Desproges, certes, comme à son habitude assez grinçantes, ne consistent pas à stigmatiser un groupe. Alors, je sais, hein, j'ai dit qu'on ferait pas dans l'analyse de vannes, hein, mais je prends justement cet exemple parce que il est évident. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Là, il y a quand même pas besoin de décortiquer au scalpel pour comprendre que la blague, c'est pas un tacle sur les juifs qui auraient été hostiles envers leurs bourreaux. Au contraire, tout le monde comprend bien que ce qui serait grotesque, c'est de leur reprocher ça. Je pense que beaucoup de gens qui ont que la figure abstraite de Desproges à la bouche feraient bien de se faire une petite séance de remise à niveau. Parce que chez lui, c'était très présent d'aller trifouiller via l'humour les squelettes de la tradition antisémite française, l'hypocrisie vis-à-vis de ça, et plus particulièrement sur les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Et on comprend d'autant mieux sa démarche qu'elle est cohérente avec ce qu'il disait le plus sérieusement du monde. Je suis né en 1939. De savoir que je suis né à cette époque-là, qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas compris au sens fort, c'est-à-dire de même que je comprends pas Dieu, que des gens, des administrateurs justement, aient envoyé des gens par paquet de mille se faire oxyre au nom du racisme, à une époque qui est la mienne, c'est pas Léon, c'est pas Attila, c'est la semaine dernière. Ouais. Alors je l'ai jamais compris avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Je dis même pas admettre, mais comprendre. Vous voyez bien la différence avec prendre pour cible des gens non seulement dans l'humour, mais aussi dans ses positions réelles. Ou la différence avec, je sais pas, remettre un prix sur scène à un type qui nie un génocide par un type habillé en victime de ce génocide. On s'est compris, j'espère, parce que pas question que j'affiche ça à l'image. Bref, je dis pas que Desproges, il râlerait pas maintenant, hein. Et vu comment il le faisait à l'époque, ce serait étonnant, d'autant que, on va être honnête, les humoristes, à tort ou à raison, en tant que corporation, ils détestent qu'on leur dise de quoi ils peuvent rire. En gros, qu'on leur explique leur métier, quoi. Quelle que soit la raison. Juste, faut être un peu honnête dans la façon d'invoquer sa mémoire pour justifier tout et n'importe quoi. Surtout pour un type qui avait notoirement compris que l'humour, c'est du sérieux. Alors, le rire, parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. J'ai eu une réflexion un peu sotte avec Villers, je lui avais dit, si ce monsieur vient dans l'émission, moi j'ai plus envie de rire. Car la présence de monsieur Le Pen en ces lieux voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire pose problème. Pas envie de rire avec lui. Et puis finalement, je me suis repris un peu, et puis j'ai réfléchi, et j'ai fait ce qu'on appelait un réquisitoire. Peut-on rire avec tout le monde? C'est dur. Et je lui répondais, oui, on peut rire absolument de tout, mais pas avec tout le monde. Je veux dire, un nazi en uniforme, un officier SS, j'ai pas envie de me taper sur la bedaine pour rire. Voilà. The myth of the filter bubble. You've probably heard about online filter bubbles. Algorithms give you exactly what you want, or what they think you want. You only see information that shows you opinions that agree with yours, while dissenting opinions or information are filtered out. Since you only see content close to your worldview, more extreme and toxic opinions suddenly seem less extreme.
You're trapped in a radicalizing filter bubble and your view of the world becomes narrower and more extreme. But is that true? Extreme filter bubbles seem to be rather rare. Studies that investigated what people actually look at online or are shown by search engines found little evidence that you're ideologically isolated. It's the exact opposite. Online, you are constantly confronted with opinions and worldviews that are not your own. It turns out that the place where you are the most ideologically isolated is your real life, in the real world, with real people. Your real-world interactions with your friends, family, colleagues and neighbors are much less diverse than your online bubble. The filter bubble exists in your real life, not online. Okay, wait. Online filter bubbles have been the prevailing explanation as to why we've all started hating each other more over the last 2 decades. If that's not the case, shouldn't the internet open our minds and make us more empathetic with each other? Unfortunately, your brain is stupid. En France, on a une très mauvaise habitude d'espérer agir sur la délinquance par des lois pénales, des lois qui produisent une illusion de sécurité. On va aggraver les peines, incarcérer davantage, mais en réalité, on n'agit absolument pas sur toute la prise en charge socio-sanitaire, a fortiori à la sortie de détention. Et donc, quand vous avez des personnes qui sont incarcérées 3 mois et qui sortent sans logement, sans emploi le plus souvent, eh bien, ça les amène très très vite vers de nouveaux passages à l'acte délinquant. Toutes les recherches internationales qui sont réalisées depuis la fin du 19e siècle sur le phénomène délinquant montrent l'inefficacité des courtes peines d'emprisonnement, montrent l'incidence très forte des problématiques psychologiques, sociales sur le passage à l'acte délinquant. Donc il faudra à mon sens aborder les choses de façon beaucoup plus raisonnée, beaucoup moins morale. Les responsables politiques, comme un certain nombre de médias, diffusent une image de la délinquance qui correspond assez peu à la réalité du phénomène. On a l'impression, à écouter un certain nombre de médias, que la société est de plus en plus violente, que les délinquants sont de plus en plus jeunes, qu'on risque d'être tués, violés à chaque coin de rue, etc. Or, en réalité, ça correspond très peu à la réalité du phénomène. Ce qu'on n'entend pas à la télévision, c'est par exemple que les homicides n'ont pas cessé de diminuer depuis le milieu des années 80. Sur la seule décennie des années 2000, les homicides ont diminué de près d'1 tiers. On ne l'entend pas. Par ailleurs, la population, elle craint d'être agressée dans la rue, la nuit, par un inconnu. Or, en réalité, qu'on prenne en compte tant les homicides que les violences sexuelles, où se passent la plupart de ces faits au sein de la famille. Et puis, de façon plus générale, 8 à 9 fois sur 10, la victime connaît l'auteur. Donc, ça n'est pas dans l'espace public qu'on risque le plus d'être victime de ce type de fait. Mais nous faisons face aujourd'hui à des responsables politiques qui n'ont pas beaucoup de courage politique, qui sont parfois très cyniques et qui utilisent ou instrumentalisent la question de l'insécurité pour gagner des voix ou ne pas en perdre. Et donc, ils adoptent un discours très offensif, un langage même guerrier, c'est la guerre aux délinquants ou à la délinquance. Donc, ils proposent assez régulièrement des lois indiquant, voilà, on va aggraver les sanctions pour telle infraction. À chaque fait divers, grosso modo, c'est un fait divers, une loi, alors même qu'ils savent pertinemment que les lois qui étaient en vigueur précédemment étaient tout à fait suffisantes pour réprimer ce type de comportement. Un grand nombre de lois en France sont totalement inutiles, sauf en termes de communication politique. And what about this business of the L? And the movies? There's a phony deal if I ever heard one. I bet you $5,000 I'd remember the movies I saw. I'm telling you, everything that's gone on has been twisted and turned. This business with the glasses? How do you know she didn't have them on? This woman testified in open court. And what about hearing the kid yell? Huh? I'm telling you, I've got all the facts here. Here. Well, that's it. That's the whole case.
Well? Say something! You lousy bunch of bleeding hearts. You're not going to intimidate me. I'm entitled to my opinion. Rotten kids, you work your life out! No. Not guilty. Not guilty. Encore une fois, Bill a pas raison, mais plutôt des raisons de péter les plombs. Sauf qu'il est entouré de gens qui auraient encore plus de raisons de péter les plombs, et notamment à cause de lui. Et pour ce qui est du couple Prendergast, même Bill va comprendre que c'est le cas. Tout le monde a sa petite idée de ce qu'est le paradis. Tenez, moi par exemple. Vous savez ce que c'était mon idée du paradis? Non quoi? Faire des enfants. Vous savez, ma femme n'était pas faite pour être mère. Elle a fait tout ça pour moi. Elle a souffert le martyr, elle s'est empâtée, tout ça pour moi. Et puis un soir, la petite s'est endormie et elle s'est jamais réveillée. Ça s'appelle la mort subite. Mais c'était plus un nourrisson, c'est ça qui est bizarre. C'était déjà une grande fille, elle avait 2 ans. Pourtant, Martin ne blâme pas sa femme, ni les autres, ni le reste du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, elle a été renversée par un chauffard. Tiens, papa. Mais, à qui vous voulez vous en prendre quand il ne se réveille pas? À qui? Merci ma chérie. Voilà comment il se termine le monologue d'Edward Norton dans la 25e heure, en une réponse de lui-même à son reflet. Non, je t'emmerde toi, Montgomery Brogan. Tu avais toutes les cartes en main et tu t'es démerdé pour tout foutre en l'air. Quant au film lui-même, il se finit ainsi, par un défilé de tous ces gens à qui il vouait sa haine et qui lui sourient. Martin, il a pas cherché à rester avec sa femme pour ce qu'elle représente dans le modèle fantasmé qu'il croit lui être dû, puisqu'elle n'est pas ou plus une femme trophée et que la vie les a privés de leur rêve d'enfant. S'il a cherché à rester avec elle, c'est juste pour un truc tout con. Un de ces trucs qui échappe manifestement à Bill. Parce que... Puisqu'on parlait de ma femme, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Je l'aime. Bill avait certes beaucoup perdu, mais il avait ça. À ce stade, il n'avait pas plus rien à perdre, puisqu'il avait les autres. Mais il a tourné sa haine vers eux. Il a détruit ce qui lui restait à perdre, le leur a fait perdre à eux, et s'est persuadé que ça aussi, c'était leur faute, sans jamais remettre en cause les véritables fautifs. Puisque Martin, il est comme ça, il comprend parfaitement que ce dont Bill a aussi besoin, c'est de l'aide. Une aide qui ne consiste pas à l'enfermer dans son ressentiment, et qu'il est le premier à lui proposer. Vous avez le choix. Moi, ma petite fille est morte, j'ai pas le choix. Mais vous, vous avez le choix. Mais le film ne cesse de le répéter, il est trop tard. On fait un duel entre le méchant et le shérif. Ou je vous tue, ou c'est vous qui me tuez. Et ma fille touche l'assurance. Pas pour sauver les victimes de Bill, heureusement, mais pour le sauver lui. À 3. C'est pas la seule fin possible. 1, Vous voulez pas la voir grandir? 2. Ne faites pas ça, je vous en prie. On sait tous comment ça se termine. C'est toujours comme ça. Que ce soit en forçant la main des flics ou de la sienne propre, ces pétages de plomb les plus sordides sont aussi des suicides. Je vous aurais eu. Tout ce qu'on craignait du communisme, qu'on perdrait nos maisons, nos économies, qu'on soit contraint à un éternel labeur pour un salaire de misère sans aucune voix au chapitre, tout ça s'est réalisé sous le capitalisme. Sauf que, dans la vraie vie, il n'y a souvent pas d'inspecteur Prendergast pour sauver Elizabeth, sa fille et les autres. Je ne vous ai jamais aimé, vous savez pourquoi? Vous ne jurez pas. Un homme qui jure pas, j'ai pas confiance. Pas un bordel, ni un merde pendant toutes ces années. Votre bureau vous attend, c'est ça votre vraie place. Et les victimes se limitent rarement à un nazi fou dangereux et à un gros bourge cardiaque. Par définition, c'est trop tard quand il fallait faire quelque chose avant. On devrait me donner une médaille. Mais non, il y en a que pour les chirurgiens esthétiques, on m'a menti. Est-ce que vous méritez tout ça? Non! Bill s'était persuadé que ce rêve en voie de déclassement lui était dû s'il faisait ce qu'on lui disait. Et tant pis pour les autres, ils avaient qu'à faire comme lui, fermer leur gueule et faire ce qui était attendu d'eux. Au fond, Bill a des raisons d'être en colère.
Parce qu'on s'est bien foutu de sa gueule. C'est même encore plus rageant que ça, puisqu'il a été un rouage volontaire de ce foutage de gueule. Il a défendu cette arnaque, s'y est donné corps et âme, et a probablement voté pour elle. Il s'en est pris à tous ceux qui y perdaient, et quand est venu son tour d'être le perdant, il s'en est pris d'autant plus fort aux autres. Dans Minute, vous devez simplement trouver des objets qui vous permettront d'avancer dans de nouvelles zones. Il vous faut donc partir dans toutes les directions vers l'inconnu. Mais comme vous n'avez ici qu'une minute pour le faire, chaque balade devient une expédition commando qui vous stresse et fait naître un enjeu inattendu. Ce qui dans tout autre jeu ne serait qu'un simple déplacement, cela devient ici un défi. La chose la plus banale devient urgente, la moindre erreur peut s'avérer fatale, et étrangement, tout devient précieux. C'est alors que j'ai été heurté de plein fouet par quelque chose de très contre-intuitif à première vue. En m'enlevant quelque chose, le jeu m'a offert 1000 fois plus. Et c'est ainsi qu'est né cet éloge de la soustraction. Afin d'ordonner mes idées, j'ai fabriqué une sorte de diagramme pour tenter de visualiser ce que j'entends par cette notion de soustraction, qui vous allez le voir est très personnelle et relative. C'est une sorte de roue qui, à l'extrémité de ses rayons, comporterait toutes les promesses relatives à un jeu vidéo, qui chercherait à pousser au maximum quasiment toutes les expériences possibles dans ce médium. Si je vous liste toutes ces données à la suite, voici ce que donnerait un jeu dont tous les curseurs seraient sur la roue. Ce serait un jeu proposant une simulation ultra réaliste, un but clair et affiché, un monde qui nous est révélé dès le départ, une explication limpide et circonstanciée de toutes les mécaniques du jeu, un accès complet et limpide à tous les pans de l'histoire, doté d'une rejouabilité infinie, dont les visuels seraient lisibles et où tout serait cohérent et accessible à tous. Comme on s'en doute, un tel jeu n'existe pas vraiment, mais on reconnaît tout de même dans ses promesses des paramètres que l'industrie essaye souvent de repousser dans ses limites pour attirer ou garder les joueurs, et c'est souvent pour le mieux. Il y a même des titres qui ne sont pas loin de former une roue parfaite, tant la profondeur de leur univers et des mécaniques proposées est importante. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont plutôt les choix artistiques qui tentent de ramener un ou plusieurs paramètres vers le centre de la roue. Plus on déplace un curseur imaginaire sur un des rayons en direction d'un point zéro, plus on soustrait à cette expérience normée et maximale la présence de certains éléments. Un peu comme le temps qu'on nous retire dans Minute. Si cette approche m'a autant intéressé, c'est parce que je suis personnellement en recherche de radicalité dans le jeu vidéo. C'est un mot empreint de connotations négatives, mais en termes de création, j'y vois plutôt la capacité à tester des concepts forts, qui n'ont pas peur de contrevenir aux règles classiques et qui vont chercher une forme d'audace, d'originalité ou d'innovation. C'est à double tranchant car l'expérience peut alors déplaire ou s'enfermer dans une posture, mais elle peut aussi marquer fortement quiconque aura accepté la proposition. Comme souvent, plus on s'éloigne du jeu AAA et plus on se rapproche des créateurs indépendants, plus cette radicalité se révèle. Elle est à la fois le signe d'une forme de liberté, mais aussi d'énergie du désespoir, puisqu'on a moins à perdre qu'un gros studio et qu'on doit se faire repérer. Le manque de moyens se compense en latitude supplémentaire pour essayer des idées novatrices, pour tester des concepts forts. Ce diagramme, incomplet et imparfait, n'a aucune visée scientifique. Ce que j'essaie de faire ici, c'est plutôt de créer une sorte de machine à idées, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui souhaiterait créer un jeu vidéo aux propriétés justement radicales. Cette cartographie pourrait permettre de trouver des idées inattendues, qui pourraient jouer sur le contre-pied. Le désir naît souvent d'une part de frustration, liée à quelque chose qui nous est d'abord inaccessible. Et en termes de game design et d'univers fictionnel, cela peut s'appliquer de façon beaucoup plus concrète et prolongée. Et c'est un principe qui, s'il est bien appliqué, peut rendre une œuvre unique. Je sais pas si on peut faire, au doigt mouillé, un avis de l'opinion publique. Je sais même pas si les sondages le rendent vraiment, mais il y a des sondages qui montrent des tendances. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a une tendance complètement inverse à 2008, où il y avait une grande majorité des gens qui étaient prêts à, en gros, travailler plus pour gagner plus. Et aujourd'hui, c'est une grande majorité des gens qui disent moi, je préfère travailler un peu moins et gagner moins. Ça me pose pas de problème parce que je vais avoir du temps libre. Donc, oui, on voit déjà juste, en à peine une quinzaine d'années. Ça, le rapport au temps libre, je pense que c'est aussi lié aux outils numériques parce que et encore plus avec le télétravail,
télétravail, on a l'impression que finalement, le temps de travail, il est aussi dispatché, il est aussi un peu partout. On emporte le travail un peu partout avec nous. Et donc, on comprend d'autant plus, je pense, le besoin de temps libre et donc de coupure vis-à-vis du travail. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça montre bien une sorte d'inversion des priorités, alors même que le discours ambiant, ça a été travailler plus pour gagner plus. On voit bien qu'en fait, ce discours, finalement... il n'a pas permis l'augmentation du niveau de vie de certaines personnes. On voit bien aussi qu'on a été trompé sur la marchandise, quoi, avec un discours pareil. Que finalement, on a précarisé le travail, on a mis des emplois courts, enfin, on a fragmenté le temps de travail, et donc on a des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, on a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller bosser et qui ont à la fin 700 € par mois. Et c'est pas forcément des gens employés par le capitalisme, hein. Les assistantes d'éducation, là, pour les élèves handicapés, les AESH, elles sont employées par le ministère de l'Éducation nationale, hein, pour 700 € par mois pour accompagner des élèves en situation de handicap. Et donc, est-ce que les gens sont prêts à travailler moins ? Je pense qu'on se rend compte des conséquences négatives d'une intensification de la charge de travail, des rythmes. On se rend compte de l'absurdité de la production capitaliste, de l'absurdité de tout ce qu'on produit et consomme au quotidien et qu'on pourrait faire autrement. On se rend compte aussi de l'urgence écologique, qu'en fait, tout ce plastique, c'est plus soutenable, qu'en fait, toute cette production, sans se demander à quoi elle sert... Il est prévu que ça double en termes de production d'ici à 2050. Non, mais voilà, et ça, je pense que les travailleurs aussi qui participent à cette production-là, etc., voient bien l'absurdité de ce truc. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment on permet aux gens de traduire leur ras-le-bol individuel en changement collectif. Concrète, oui. Voilà. Et quels outils on met en place. Et finalement, pourquoi on se bat. Et pour quelles choses concrètes on se bat. Et souvent, finalement, on a été en réaction à certaines, là, dans le cas des retraites, on est en réaction à une proposition qui vise à nous faire travailler plus, mais on a du mal à imposer dans le débat public des solutions radicalement différentes. Alors le revenu universel, des alternatives. Voilà, le revenu universel, ça vient un peu plus. La semaine de 4 jours, là, ça vient, et en plus, c'est prouvé en pratique que ça se passe bien, etc. Donc ça donne des envies. Mais tout l'enjeu, c'est comment on fait ça à grande échelle aussi. De toute façon, avec l'urgence climatique, on va plus pouvoir travailler dans les mêmes conditions. Ça veut dire quoi ? Demander aux gens de continuer de travailler plus quand l'été, il va faire plus de 40 degrés. De toute façon, toute façon, c'est des questions qui se posent sur l'aménagement du temps de travail pendant les canicules. Voilà. Et d'une certaine façon, on voit bien que c'est dans les situations d'urgence qu'on commence à réfléchir. Là, le plan de sobriété en eau, ah bah tiens, on n'y avait pas pensé avant, quoi. Là, on y pense en situation de sécheresse hivernale. Donc, d'une certaine façon, c'est à ce moment-là aussi que les choses vont bouger. Et du coup, c'est dans ces situations de crise qu'il faudra être très fort en termes de propositions pour avoir des alternatives face aux gens qui n'auront pas préparé les alternatives, mais pour pouvoir proposer finalement d'autres façons de faire. Mais le fait que dans des périodes de rationnement, on est passé à la semaine de 3 jours, ça montre bien aussi qu'en fait, dans des situations de crise, on se dit bon bah on va changer le travail. Et c'est exactement ce qu'on avait vécu pendant le Covid, en disant aux gens bah là on est dans une situation de crise, il y a des gens dont on a beaucoup besoin, les travailleurs essentiels, et les autres vous pouvez rester chez vous. Ça a été un changement radical dans les pratiques de travail. Et je pense qui a créé plein de prises de conscience aussi de beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que en fait leur métier les épanouissait pas du tout tant que ça, quoi. Voilà, pour les gens ou à l'inverse une. Et en même temps, ça n'a pas forcément permis de revaloriser ces métiers qui avaient été dits essentiels. Oui, parce que il n'y a pas eu de changement politique derrière en fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on n'a pas anticipé les changements et on n'a pas anticipé telle ou telle pratique à venir que ça va pas se faire. En fait, parfois, ça se fait par la force des choses, dans des situations de crise où, de toute façon, on n'a plus d'essence, ou alors l'essence, elle est à beaucoup plus que 2 € le litre, et du coup, de toute façon, on va devoir changer nos pratiques de travail. Et ça, je pense que les situations de crise, de rationnement, de pénurie sont l'occasion d'inventer des pratiques beaucoup plus low-tech, beaucoup plus conviviales, et sont des situations dont on peut aussi se saisir pour réinventer un rapport au travail. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être prêt pour ça, et aussi d'en faire un vrai projet de société, un vrai projet collectif, plutôt que de juger moralement les gens, quoi, en disant vous êtes en dehors du système, etc. Vous voulez pas de votre CDI, blablabla. De toute façon, la question c'est combien de temps
ce modèle de la société salariale, de l'emploi, finalement est tenable aussi, hein, parce que on voit et va être tenu aussi, parce que nos gouvernements qui s'attaquent à l'assurance chômage, etc., sont aussi en train de détricoter toute une protection sociale qui a été fondée sur l'emploi, et donc on ne sait pas du tout ce qui va en rester de ça. Et donc, face à ça, je pense que tout l'enjeu, c'est de politiser le travail, d'arrêter de le traiter comme un enjeu moral, de se mettre autour de la table, de se dire on a besoin de satisfaire certains besoins de base, ça va demander du travail collectif, combien de travail ça demande, quelle énergie, quelles ressources pour le faire, comment on le fait, et ensuite, qu'est-ce que ça permet de dégager comme temps pour plein d'autres activités de la vie qui ne pourraient ne pas être absorbées par le capital, quoi. Alors justement, pour clore cet entretien, quelle serait pour vous la première étape pour aller vers ça, vers ce que vous venez de dire ? Je pense que la première étape est peut-être la plus simple à mettre en place sur le plan pratique. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est peut-être le revenu universel. Parce que on a les outils d'un point de vue bureaucratique, technocratique pour mettre en place un revenu universel. Sur le plan financier, c'est un enjeu de choisir où est-ce qu'on prend les ressources, mais les ressources économiques, on les a. Et dans la continuité peut-être des confinements, etc., ce serait peut-être ça qui permettrait aux gens de quitter leur bullshit job, de quitter l'emploi qui les fait travailler dans des conditions vraiment dégueulasses. Un revenu universel que vous fixez à combien ? Un seuil suffisant pour vivre. On peut dire le SMIC. Pas un revenu universel à 500 €. Un revenu universel qui permette vraiment de s'émanciper du marché de l'emploi pour subvenir à ses besoins et qui permettent vraiment les reconversions, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui posent pas leur démission, qui quittent pas leur emploi parce qu'ils n'ont pas le droit aux indemnités chômage, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas indemnisés au chômage, et donc en fait, qui restent prisonniers de leur emploi, alors même qu'en fait, le chômage, on y cotise tous les mois. Donc cette ressource économique pour s'émanciper du marché de l'emploi, pour permettre des changements de vie, etc., je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre facilement en place et assez rapidement aussi, et qui pourrait encore plus bousculer le marché du travail. Parce que vous voyez, la Convention citoyenne pour le travail, etc., ça prend du temps. Et réfléchir à quels sont l'état des ressources en métaux, des ressources énergétiques, etc., quels sont les besoins, et s'organiser là-dessus, tout ça, ça va prendre du temps. Mais déjà... Un revenu universel, ça va prendre du temps aussi, hein, parce qu'on n'est pas vraiment dans un gouvernement qui a envie de mettre en place un revenu universel. Mais si on pouvait, sur le plan pratique, s'il y avait la volonté politique, sur le plan pratique, c'est ce qui changerait le plus vite les choses, disons, du jour au lendemain. Et en plus, ça enlèverait une épée Damoclès de la tête de plein de travailleurs. En tout cas, ça donne... Je trouve que c'est un des enjeux, quand même. C'est d'arriver à comprendre que c'est un système très, très complexe et qu'il pourrait, selon vous, être défait, ou en tout cas modifié. Ce que vous dites en finir avec la finance, en réalité, ce que vous proposez, c'est pas d'en finir avec la finance. C'est d'en finir avec ce monde financier-là, avec ces règles-là,
qui ont, vous me dites si je me trompe, peut-être vous pensez qu'il n'y aurait plus du tout de finance. En fait, le truc, c'est ce qu'on a appelé la finance, c'est toutes les institutions financières et tous ceux qui en profitent. C'est en finir avec tous ces mécanismes accélérés d'accumulation. Après, se pose la question des banques. Donc, en gros, toute la partie marché financier. Il faut arrêter ça. En fait. Faut complètement terminer avec ça. Mais qu'est-ce que ça peut produire d'autre que ce qu'on a aujourd'hui ? Ça veut pas dire que on arrête de financer des choses, qu'on arrête de produire. Mais là, vous, les marchés financiers sont pas indispensables à une économie fonctionnelle ? Non, je ne pense pas. Enfin, alors après, il faut faire tous les scénarios, imaginer comment on s'y prend, etc. Mais bon, on en est tellement loin qu'en fait, même parfois, les gens me demandent alors quoi, il faut. Vous croyez qu'on pourrait vivre sans argent ? Je dis attendez, on va déjà se débarrasser de ce machin-là, re-rendre les banques à l'échelle à laquelle on en a besoin et à laquelle on peut les maîtriser, c'est-à-dire localement, régionalement et un peu à une échelle plus grande pour en gros, avoir un système bancaire et financier qui répond aux besoins, aux échelles où on en a besoin et où on peut décider. Et l'essentiel de ce qu'on a besoin de financer peut se décider à une échelle très petite. Donc on n'a pas besoin vraiment des marchés financiers pour faire ça. Alors, pour faire advenir les changements que vous appelez de vos vœux, vous expliquez que la mobilisation citoyenne, c'est la clé. Et que c'est vraiment le fait que les gens puissent prendre conscience de ça et se mobiliser qui va tout changer. Et vous déplorez le fait qu'à certains moments, la mobilisation citoyenne s'est concentrée sur les ultra-riches ou sur ces soirées dispendieuses. Et vous dites ça, ce n'est que la conséquence. Et c'est pas la cause du problème. Dans le livre, vous faites dire à l'acteur Edward Norton, il faut que le niveau d'emmerdement qu'on impose aux politiques soit supérieur à celui qu'ils subissent en ne faisant pas ce qu'on leur demande. Pour vous, c'est ça la solution aujourd'hui ? En fait, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité ? Quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas de mobilisation, en fait, les choses continuent telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on a un maintien de l'ordre dominant. On pourrait même faire le parallèle avec ce qui s'est passé là, avec les élections en France. S'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation, on serait peut-être arrivé dans le scénario qui nous a complètement fait flipper, terrifier pendant plusieurs semaines. C'est toujours la mobilisation qui permet d'obtenir des avancées. C'est des mobilisations qui ont permis d'obtenir le droit de vote des femmes, l'IVG. C'est des mobilisations qui ont permis d'obtenir la sécurité sociale. C'est à chaque fois des mobilisations qui permettent d'obtenir des avancées sociales qui profitent au plus grand nombre. Et donc, il n'y a pas de raison de croire que là, on va y arriver par le haut. Non, ce sont des mobilisations qui vont permettre d'y arriver. Et ce qu'on essaye de dire, c'est que c'est pas nécessairement des mobilisations qui s'attaquent directement au secteur bancaire et financier, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est aussi des mobilisations qui permettent de leur couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que si ils ne peuvent plus extraire de notre travail, des territoires, toute la valeur qui leur permet de payer des dividendes et des intérêts élevés, de recevoir des dividendes et des intérêts élevés, en fait, le truc ne tient plus, quoi. This is Ozzy Nareen of the Demeter 227. I am seeking rescue. Is anybody out there? Truth be told, I always thought I would die somewhere far away from home. But we're not just responsible for ourselves here. Well, I hope you brought some comfortable shoes, Levi. No, I don't have shoes. This place. Nothing really makes sense. It's like a puzzle. We just can't help the instinct to give meaning to things we don't understand. Oh God, I think there's something out there. Ursula, get your knife out. And then suddenly they, or better, we, made the planet our own. Agriculture and the first villages and temples snowballed into civilization. Kingdoms and empires, technology, writing, astronomy, medicine, philosophy. A hot second later, science, industrialization, the modern world, the information age, where we are today. Earth is truly ours now. We changed it in ways unfathomable a few short generations ago.
We turned the land into fields worked by millions of machines, built thousands of gigantic jungles made of sand and metal. We split the atom and traveled to other worlds. Everything is different today. Except us, of course. We humans have not changed. We were molded by a cold and unforgiving world where we needed to be hard and brutal to survive. We are still bound to our nature that made us so successful. We still tell stories, are hungry for food, greedy for resources, desperate to be accepted by our peers. We're scared by the dangers that lurk in the dark, imagined and real ones. We're still brutal to each other and the animals we hold power over. We're still territorial and possessive. We fear losing what we have, and we fear change. We downplay the damage we cause and ignore the people in need outside our tribes. Humans are not nice, and if we look at our history, how could we expect ourselves to be? In nature we see great beauty, but also endless violence and struggle, devoid of morals or kindness. We are an instinct-driven apex predator that survived in an uncaring world, only now we have coal plants, nuclear weapons and social media. This would be hard to handle for any animal, so it makes sense that we continue to follow the impulses so deeply ingrained in us. But this is only because we've not yet caught up with the mind-numbing gift we've been handed. The real tragedy of humanity today is that we are these amazingly powerful beings that have not awoken to their potential. We're trapped in the present and the mindset of a scarce world. But aside from the physical limits of the universe, there's nothing stopping us from creating a literal paradise for ourselves. This seems so daft, but it's true. If we dare to tell ourselves a different story about who we are and who we could be. Humans throughout history felt like they would witness the apocalypse, and this feels especially true today, but you're probably not living in the end times. There's a solid chance that humanity will persist for thousands, maybe millions of years. If this might be the very start of our history, what can we dream of achieving? Just like our very first ancestors 6 million years ago, we may be the ancestors of another 250,000 generations of people. But while the hominins found themselves powerless in a world they had to adapt to, our starting conditions could not be more different. It's like we got handed a save file of a game where others put in millions of hours of work and where we can decide what game we want to play in the future. The world is still horrible, and it's also the best world that's ever existed. And we can make it so much better. An optimistic person living in the year 1924 would not believe the progress we've made in just a century. How much we reduced poverty, how many diseases we cured, how much free time we have, what kind of luxuries are ordinary to us, what technological wonders we take for granted, how few of us die in war, how many live in a democracy. And today, we might very well be gearing up for a jump like our ancestors 10,000 years ago, when agriculture changed everything for everybody. From AI possibly transforming the information age, to biotechnology enabling us to manipulate the language of life itself, to new sustainable ways of harvesting the energy we crave. If we start thinking in decades and centuries, it's perfectly reasonable that we'll solve our problems. We can eliminate poverty, maybe all material needs, defeat all diseases, maybe even death itself. We have the potential to restore balance to the climate and heal the planet again. We may be able to adapt to the information age and make lasting peace. None of this is guaranteed, and it will be hard and full of failure and setbacks. Some things will get worse before they get better. We'll run up against our nature over and over again. But if we manage to clean up our act, we could create a world better than we dare hope for. You get to do that. You get to live in a world that's deeply flawed, but also the best it ever was. And you get the opportunity to make it better. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un livre que je ne peux pas vous montrer parce que je vis dans le futur et que du coup je le lis sur mon Kindle de type liseuse électronique. Donc voilà, c'est un beau livre. Je vais vous parler de La Tour Sombre, une saga en 7 volumes de Stephen King parce que j'aime bien comment c'est petit, avec des petites nouvelles comme ça, sympathiques, qui se lisent en 1 heure. Donc voilà, il y a environ 7 volumes de beaucoup de centaines de pages. C'est une œuvre qui a été écrite pendant 30 ans, donc ça fait quand même un bout de temps, n'est-ce pas ? C'est beaucoup. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est à peu près le temps de 2 saisons de Sherlock, donc c'est pas grave, tu vois, ça s'annule. Alors, La Tour Sombre, c'est l'histoire d'un pistolero, qui est un genre de cow-boy, mais vachement plus badass, parce que c'est pas genre un cow-boy, genre ouais, j'ai des vaches et tout, c'est un cow-boy, genre c'est
c'est le gardien d'une lignée de pistoleros qui protègent les gens et qui protègent l'ordre entre les mondes. Donc, le pistolero, c'est le dernier de sa lignée, c'est le dernier des pistoleros du monde, il s'appelle Roland, ce qui n'est pas de chance, mais bon, tant pis. Pas de bol pour lui. Et il vit dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, mais qui est différent, c'est un genre de dimension parallèle. Et son but, c'est d'arriver à la Tour Sombre, qui est un genre de pivot entre tous les mondes, et parmi ces mondes, il y a le nôtre. Et sur le chemin, il va trouver plein de gens, il va aller dans plein d'autres dimensions, il va venir nous faire coucou, il va récupérer des gens de notre monde pour l'emmener dans le sien et qu'il l'accompagne vers la Tour Sombre, etc. Et c'est une grande quête épique pour sauver le monde. Mais c'est genre le Seigneur des Anneaux, quoi. Alors non, parce que j'y ai réfléchi quand même. Quand tu m'as dit Mimi, viens faire une vidéo et tout, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, le Seigneur des Anneaux, c'est une quête qui se base sur la destruction d'un objet maléfique. Alors que la quête de Roland, c'est pour sauver quelque chose, c'est pas pour détruire. C'est justement que tout le monde entier est en train de s'étioler parce qu'il y a un méchant qui a décidé de tout péter juste pour comme ça, pour le lol. Et pour le chaos, en fait. C'est genre le chaos personnifié qui a décidé de foutre la merde, genre pire que le Joker, tu vois. Et Roland, sa quête, c'est juste de rétablir l'équilibre entre les mondes. Ce qui veut pas dire que tout ira bien et qu'il y aura des aigles et Gandalf qui viendra sauver... les gens continueront à être malades et à mourir, mais au moins ce sera stable. Mais il y a quoi dans la Tour Sombre? Alors, il y a ce fameux méchant, c'est ça? Je vais pas te le dire. Ah, on sait pas? Bah non. D'accord. La quête, on commence avec Roland qui poursuit un gars dans le désert. Et on sait que son but ultime, c'est d'arriver à la Tour Sombre. Mais entre-temps, il y a 7 bouquins. Donc... Et on sait pas pourquoi il va à la Tour Sombre. On sait que c'est important pour... en fait, on sait dès le début que les mondes sont en train de se casser la gueule, et on sait que la Tour Sombre, c'est la solution à ça. Mais on sait aussi, le héros, il a des failles, il est pas parfait, et on sait qu'il y a un côté très égoïste dans sa quête, qui est qu'il veut voir la tour. En fait, c'est une obsession, c'est pas n'importe quelle tour, tu vois, c'est genre... c'est un peu son anneau du Seigneur des Anneaux à lui, c'est qu'il sait que peut-être ça va le tuer d'y aller, il sait que sur le chemin, il va rencontrer beaucoup de monde qui vont sûrement mourir en l'aidant pour sa quête, mais il y va quand même, parce que c'est son destin. Il y a l'idée de destin qui est très forte dans le livre, mais qui sert pas de Deus Ex Machina ou de trucs nuls comme ça, qui permet juste en fait de comprendre pourquoi les personnages parfois sacrifient beaucoup de choses pour arriver à la tour. Ok, et pourquoi c'est bien alors? Alors, pourquoi c'est bien? Déjà parce que c'est écrit par Stephen King, donc mais c'est bien. très loin de ce qu'il a fait par ailleurs, alors Non, j'imagine. Non, en fait c'est ça. Alors non, parce qu'en fait c'est le livre qui réunit tous ces livres. On croise dedans énormément de personnages qui viennent d'autres livres de Stephen King, ce qui est assez dingue, même quand on en a lu que 3 ou 4, c'est très bizarre. Notamment, il y a un des compagnons de Roland qui est un petit garçon qui arrive à peu près au début du livre. Il a le Shining, comme le gamin dans Shining. En fait, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans les livres de Stephen King et qui sont pas des tics littéraires ni rien, mais c'est vraiment une histoire en fait construite. Et La Tour Sombre, c'est sa saga qui réunit quasiment tous ses livres en fait. Tout son univers. Voilà, comme il y a beaucoup de mondes différents, en fait si on aime bien la fantasy, il y aura un peu de fantasy puisqu'il y a des côtés un peu médiévaux, etc. Si on aime bien le côté cow-boy, il y en a beaucoup aussi. Si on aime bien la science-fiction, il y a de la science-fiction, il y a de la dystopie, il y a des trucs tout à fait banals qui se passent dans notre monde à nous avec des hot dogs et de l'aspirine. Ce qui pour Roland est ouf, quand il découvre l'aspirine, il est là « Wouah, la magie !» Il est un peu con des fois. Pas de sa faute. Et c'est bien parce que c'est une épopée et qu'on est vraiment dedans en fait et qu'on arrive à comprendre. En fait, en lisant, on a mal parce qu'il y a beaucoup de monde qui meurt et que c'est tragique, etc. et qu'on sait qu'on peut rien y faire parce que, n'est-ce pas, c'est un livre. Mais on continue quand même. Comme les personnages, ils prennent super cher et ils continuent parce qu'ils veulent voir la tour. Et nous, en fait, c'est pareil. On nous parle depuis le début de la tour et du coup, on se dit, on va quand même voir ce qui se passe sur le chemin.
When Tit for Tat played against Joss, they too started by cooperating, but then on the 6th move, Joss defected. This sparked a series of back-and-forth defections, a sort of echo effect. Okay, so now you've got this alternating thing, which will remind you of some of the politics of the world today, where we have to do something to you because of what you did to us. And then when this weird program throws in a second unprovoked defection, now it's really bad, because now both programs are going to defect on each other for the rest of the game. And that's also like some of the things that we're seeing in politics today and in international relations. As a result of these mutual retaliations, both Tit for Tat and Joss did poorly. But because Tit for Tat managed to cooperate with enough other strategies, it still won the tournament. We're being joined. Hey, my God, there's Professor Axelrod. Hey, there's Steven Stuart. Whoa, what a treat this is. And I imagined initially it'd be sort of like computer chess where you need a pretty complicated program to play a sophisticated game. But in fact, it was not like that at all. It was the simplest strategy that did the best. So I analyzed how that happened. Axelrod found that all the best performing strategies, including Tit for Tat, shared 4 qualities. First, they were all nice, which just means they are not the first to defect. So Tit for Tat is a nice strategy. It can defect, but only in retaliation. The opposite of nice is nasty. That's a strategy that defects first. So Joss is nasty. Out of the 15 strategies in the tournament, 8 were nice and 7 nasty. The top 8 strategies were all nice, and even the worst performing nice strategy still far outscored the best performing nasty one. The second important quality was being forgiving. A forgiving strategy is one that can retaliate, but it doesn't hold a grudge. So Tit for Tat is a forgiving strategy. It retaliates when its opponent defects, but it doesn't let defections from before the last round influence its current decisions. Friedman, on the other hand, is maximally unforgiving. After the first defection, just from the opponent would defect for the rest of the game. Okay, that's it. No mercy. And that might feel good to do, but it doesn't end up working out well in the long run. This conclusion, that it pays to be nice and forgiving, came as a shock to the experts. Many had tried to be tricky and create subtle, nasty strategies to beat their opponent and eke out an advantage. But they all failed. Instead, in this tournament, nice guys finished first. Now, Tit for Tat is quite forgiving, but it's possible to be even more forgiving. Axelrod's sample strategy only defects after its opponent defected twice in a row. It was Tit for 2 tats. Now, that might sound overly generous, but when Axelrod ran the numbers, he found that if anyone had submitted the sample strategy, they would have won the tournament. I mean, it's so clever. There's so many layers to this story. After Axelrod published his analysis of what happened, or circulated it among these game theorists, he said, now that we all know what worked well, let's try again. So he announced a second tournament where everything would be the same except for one change, the number of rounds per game. See, in the first tournament, each game lasted precisely 200 rounds. And that is important, because if you know when the last round is, then there's no reason to cooperate in that round, so you're better off defecting. Of course, your opponent should reason the same, and so they should also defect in the last round. But if you both anticipate defection in the last round, then there's no reason for you to cooperate in the second to last round, or the round before that, and so on all the way to the very first round. And so in Axelrod's tournament, it was a very important thing that the players didn't know exactly how long they were going to be playing. They knew on average it would be 200 rounds, but there was a random number generator that prevented them from knowing with certainty. Yeah, if you're not sure when it ends, then you have to kind of keep cooperating because it might keep going and you might need them on your side. Yeah. For this second tournament, Axelrod received 62 entries and again added random. The contestants had gotten the results and analysis from the first tournament and could use this information to their advantage. This created 2 camps. Some thought that clearly being nice and forgiving were winning qualities, so they submitted nice and forgiving strategies. One even submitted Tit for 2 tats. The second camp anticipated that others would be nice and extra forgiving.
and therefore they submitted nasty strategies to try to take advantage of those that were extra forgiving. One such strategy was called Tester. It would defect on the first move to see how its opponent reacted. If it retaliated, Tester would apologize and play tit for tat for the remainder of the game. If it didn't retaliate, Tester would defect every other move after that. But again, being nasty didn't pay. And once again, tit for tat was the most effective. Nice strategies again did much better. In the top 15, only one was not nice. Similarly, in the bottom 15, only one was not nasty. After the second tournament, Axelrod identified the other qualities that distinguished the better performing strategies. The third is being retaliatory, which means if your opponent defects, strike back immediately. Don't be a pushover. Always cooperate is a total pushover, and so it's very easy to take advantage of. Tit for tat, on the other hand, is very hard to take advantage of. The last quality that Axelrod identified is being clear. Programs that were too opaque, that were too similar to a random program, you couldn't figure them out because they were so complicated. It was very hard to establish any pattern of trust with a program like that because you couldn't figure out what it was doing. Not you. I mean, the other programs it was playing couldn't figure them out. And so they would end up more or less defaulting to thinking, every turn is like the last time I'm going to see you, so I might as well defect. What to me is mind-blowing about this is that these four principles, being nice, forgiving, provocable, and clear, is a lot like the morality that has evolved around the world that is often summarized as an eye for an eye. It's not Christianity, by the way. It's not turn the other cheek philosophy. It's some older philosophy. What's interesting is that while Tit for Two Tats would have won the first tournament, it only came 24th in the second tournament. This highlights an important fact. In the repeated prisoner's dilemma, there is no single best strategy. The strategy that performs best always depends on the other strategies it's interacting with. For example, if you put tit for tat in an environment with only the ultimate bullies of always defect, then tit for tat comes in last. I wanted to see whether, for example, the tit for tat did well because it did well with really stupid rules that didn't do well at all themselves, that basically it took advantage of people. So he ran a simulation where successful strategies in one generation would see their numbers grow, and unsuccessful ones would see their numbers drop. In this simulation, the worst performing strategies quickly shrink and go extinct, while the top performing strategies become more common. Harrington, the only nasty strategy in the top 15, first grew quickly, but then as the strategies it was preying on went extinct, Harrington's numbers also quickly dropped. This shows a main benefit of this simulation because it tests how well a strategy does with other successful strategies. After 1,000 generations, the proportions are mostly stable, and only nice strategies survive. Again, tit for tat comes out on top, representing 14.5% of the total population. Now, this process may sound similar to evolution, but there is a subtle difference, which is that in this case there are no mutations, so it's actually an ecological simulation. But what if the world you started in was different? Imagine a world that is a really nasty place to live, more or less populated with players that always defect. Except there's a little cluster of tit-for-tat players that live in some kind of nucleus. And they get to play with each other a lot because they're geographically sequestered. They will start building up a lot of points, and also, because that translates into offspring, they'll start to take over the population. So, in fact, Axelrod showed that a little island of cooperation can emerge and spread, and eventually will take over the world, which is fantastic. How can cooperation emerge in a population of players who are self-interested, who are not trying to be good because they're good-hearted? You don't have to be altruistic. You could be looking out for number one for yourself and your own interests, and yet cooperation can still emerge. Je vais pas répéter tous les jours les mêmes choses, les tantous. Article 1. Est-ce qu'un mâle alpha range ses chaussettes ou est-ce qu'il les laisse traîner?
Au rapport, Alpha! Les laisse traîner. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je te fais pleurer, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai crié, c'est ça? Je suis allé un peu loin, c'est vrai. Mais c'est pour te faire réagir, mon gars, c'est vrai. Si tu te laisses faire, ça va être quoi? Ils vont demander quoi? De faire la vaisselle, c'est ça? Une fois, elle m'a demandé de payer le linge. Oui, ce n'est pas normal et ce n'est pas de ta faute. Maintenant, tu vas répéter après moi. Je ne laverai pas la cuvette des chiottes. Je laverai pas la cuvette des chiottes. Pourquoi tu marmonnes? Dis-le plus fort. Je laverai pas la cuvette. Je laverai pas la cuvette. Allez, avec des couilles. Je laverai pas la cuvette. Avec des couilles! Je laverai pas la cuvette! Putain, mais j'ai l'impression d'être devant ma putain de nièce de 9 ans! Ce qu'il faut lui répondre, c'est ça! Écoute-moi bien, connasse! Tu vas pas me faire chier pour 3 putains de gouttes à côté! Désolé, chérie, si j'ai mal visé, mais c'est comme ça quand on a une bite! Qu'est-ce que t'as, putain? T'es jalouse? Là, elle va te répondre, putain, Jonathan, mais t'es dégueulasse! À toi de jouer, Alpha! Je vais nettoyer! Mais non, c'est pas ça! Je suis désolé, chérie! Non, ne t'excuse pas! J'aurais dû m'asseoir! Jonathan, tu dis n'importe quoi, reprends-toi! C'est dégueulasse! Reviens avec moi! C'est la faute de ma mère! Jonathan! Elle m'a élevé comme un prince! Reviens avec moi! Et puis, dans la peinture de Bekchinski, il va se produire un déclic dont nous ignorons la nature exacte, mais qui va tout changer. Le peintre choisit de se lancer à corps perdu dans une peinture de l'inconscient. C'est à partir de ce moment que quelque chose semble se déclencher dans sa créativité. Il avouera lui-même que seul le pinceau a pu lui permettre de rendre compte des images qu'il avait à l'esprit. Quelque part dans sa tête, une porte s'est ouverte. Sa démarche, dès lors, va tenir en une phrase, qui sonne comme une mission. Je tiens à peindre comme si je photographiais mes rêves. Cette phrase est à prendre très au sérieux et s'avère cruciale pour aborder son œuvre. Bekchinski ne peignait pas exactement le jour ce dont il rêvait la nuit. Il voulait dire par là que son processus créatif empruntait les mécanismes de l'inconscient qui sont à l'œuvre, par exemple, lorsqu'on rêve. De ce fait, ces toiles ne peuvent pas être abordées comme des peintures traditionnelles. D'abord, Bekchinski détestait qu'on interprète sa peinture ou qu'on cherche à y déceler quelconque message. Bekchinski peignait pour lui, mais avec nous. En interview, il dira même un jour que s'il était le seul survivant d'une apocalypse nucléaire, il ne peindrait plus, car il a besoin de l'idée que quelqu'un verra peut-être un jour sa toile. Toute l'œuvre est un dialogue entre Zdisław et Bekchinski. Et tous deux ont besoin que le public regarde cet échange. Les toiles sont des images tirées de son imagination de façon presque brute. Il a tout fait pour devenir un docile artisan, obéissant aux images que son inconscient lui dictait. Un proche du peintre dira de lui: Bekchinski détestait parler publiquement de ses peintures. Il avait peur que ce qu'il dise puisse être transformé, raccourci, sorti de son contexte. Cela explique pourquoi une grande part de son travail est née de son subconscient et qu'il cherchait sa propre interprétation de ses œuvres. Et Bekchinski était sans pitié. Il brûla un jour toutes ses peintures qui lui semblaient trop personnelles, trop intimes ou dérangeantes pour être un jour montrées. Si une toile pourtant finie ne lui convenait pas, il n'avait aucun état d'âme à la recouvrir pour en commencer une nouvelle par-dessus. Cette démarche de Bekchinski va tout changer pour nous. Il ne cherchait pas vraiment à s'inscrire dans l'histoire de l'art, mais plutôt à utiliser l'art pour voyager dans des contrées inaccessibles à l'homme. Ces peintures sont des cartes postales de ces micro-voyages dans l'inconnu. Voici comment le peintre décrit son processus de visualisation. La vision, qui marque le début de l'exploration d'une image, et qui peut être aussi appelée idée, est une quasi-image, de quelque chose qui existe dans une quasi-réalité, et qui, d'une manière encore mal définie en ce qui concerne les détails, apparaît immédiatement dans mon esprit comme un tout autonome. Je n'ai plus qu'à peindre. Malheureusement, seules certaines choses sont clairement visibles. D'autres peuvent être aussi incomplètes sur le plan visuel qu'un mouvement effrayant ou un geste orgueilleux. Habituellement, je peux en voir plus, mais néanmoins, dans de nombreux endroits, il n'y a rien, ou quelque chose d'indéterminé que j'ai été incapable d'enregistrer avec précision dans ma mémoire pendant les visions, qui sont généralement extrêmement courtes et ne durent qu'une seconde. Bekchinski est donc un peintre de vision. Il est la main qui reproduit sans jugement des portions de son subconscient le plus obscur. À partir de maintenant, cette vidéo n'est plus une critique, ni même un catalogue chronologique. C'est un journal de bord qui va tenter de raconter une traversée dans l'inconscient. D'une certaine façon, l'imaginaire est une contrée secrète qui peut devenir réelle si on s'y abandonne. Et si nous relèverons des signes, des symboles ou des images, nous devrons rester le plus neutre possible. Essayer de faire des relevés quasi topographiques de ces zones imaginaires. Tout ce que vous allez vivre à partir de maintenant n'engage que les images de l'artiste et ma perception de celle-ci.
J'essaye de vous partager son œuvre de façon frontale et purement émotionnelle, puisque c'est ce que l'artiste désirait. Et que ce voyage est effrayant. Que de sublime il cache. Qu'était donc tapis au fond de sa psyché pour que Beksinski découvre de telles images. Yeah!